Juste une question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi l'empreinte de Omar Hadrami? Alors, Omar Hadrami, c'était un pseudonyme, on était en clandestinité, et il fallait choisir des noms. Moi, j'ai pas choisi. On a choisi pour moi. C'était le plus vieux parmi nous, un ancien combattant de l'armée de libération marocaine, qui a eu des problèmes durant les élections des années 60 et quelques, avec un Mauritanien qui était au Marocain, qui était un député mauritanien qui a rejoint le Maroc et qui revendiquait la marocanité de la Mauritanie et qui se présentait à Tantan. Et il a eu l'audace de se présenter contre lui et il a eu des problèmes. Il a fini par aller au Sahara sous domination espagnole. Les Espagnols le rejetaient parce qu'il était combattant contre eux. Et donc, il est resté là, un opposant éternel, jusqu'au moment où il a rejoint, on a commencé à constituer le Polisario. Il était là parmi nous, il s'appelle Mohamed Zayou, qui a fini par être le président du conseil du Polisario. Le conseil, soi-disant, le conseil des sages. Et lui a choisi pour moi Omar en disant que j'avais un potentiel d'être un homme juste et qu'il avait beaucoup d'espoir pour que je puisse être un homme qui défend la justice et qui a dit un adage islamique. Un des amis du prophète avait dit Allahumma zid al-islam bi ahad al-umarayni, que l'islam soit renforcé par l'un des deux Omars. Il y en avait deux qui n'étaient pas musulmans, qui n'ont pas encore converti à l'islam, qui étaient très braves, qui étaient très justes. Et ces deux Omar ont fini par être, dont Omar al-Khattab et un autre. Et donc c'était un peu ça, Omar. Alors le Hadrami, c'est une grande histoire. Je devais assister à la première conférence au nom du Polisario en Libye, où j'ai eu beaucoup de problèmes à traverser la Mauritanie, à acheter des habits la veille de mon départ vers Dakar pour prendre l'avion vers Rome et donc vers Tripoli. Et il n'y avait pas d'habits à acheter à Nouakchott. Je devais avoir des chaussures parce que je viens du désert et j'étais clandestin. Et il n'y avait que des espadrilles qui étaient de peut-être 50 de taille. C'était pas possible. Et pourtant, je n'avais pas de choix, il fallait que je porte ces espadrilles, celles qui restaient chez un épicier, un noir mauritanien, le soir à Nouakchott. Et l'ambassadeur de Libye, de l'époque, devait me préparer un papier de transit pour voyager. Ce n'était pas un passeport, mais c'était un sauf-conduit. Et dans sa maison, il prenait les informations, c'est lui-même qui rédigeait le sauf-conduit, parce que c'était une opération presque clandestine, et il m'a demandé mon nom. Alors je lui ai dit Omar, il m'a dit Omar et quoi? Alors j'ai dit tiens, moi je suis de Saguel Hamra, donc je vais dire, j'ai tout de suite, j'ai eu l'esprit de dire je suis Hamraoui, c'est de Saguel Hamra. Alors lui, à l'époque de la Libye, il n'aimait pas tout ce qui est gauchiste, militant, progressiste, du panarabisme islamique. Alors il n'aimait pas ça. Il m'a dit Hamraoui, non. Alors c'est lui-même qui a écrit le nom. Au lieu de M, il a mis Dad, Da, avec un point. Et c'est devenu Hadrami. Et Hadrami, c'est un imam très connu en Mauritanie, surtout au nord de la Mauritanie, l'imam Hadrami. Donc peut-être il s'est inspiré de ce côté-là pour me donner ce nom. Voilà. Vous le portez toujours. Et malheureusement, parfois, mes enfants croyaient que c'était mon vrai nom. Et alors que mon vrai nom, c'est Mohamed Ali, l'Azmi. Et l'Azmi, mon père avait mis l'Azmi, le lieu où il est né, c'est Azm Ahmed Mouloud, entre Zouerat et la frontière de l'actuel Sahara. Il est né là-bas. Alors il a mis l'Azmi, Azm Ahmed Mouloud, donc l'Azmi. Comme Tlemceni, ou comme, vous voyez, par exemple, Agadiri, ou la Nadori, ou la. Voilà. Okay. À propos de votre parcours, quand vous avez pu rejoindre cette structure qui était à l'époque une structure secrète, c'était quoi en fait l'idéologie de cette structure?
Ça ne pas encore pour les arrivants. Non, non. Et où ça a été écrit? Voilà. Justement, cette structure n'était pas secrète au départ. C'était tout simplement un mouvement, des relations entre jeunes étudiants, des mêmes milieux de la même région, c'est-à-dire Sagar Hamra et Rio de Janeiro, et qui ont fini par se retrouver au nord du Maroc par les événements douloureux de l'opération Cuvillon. Cette opération Cuvillon est une attaque militaire conjointe des troupes françaises en Mauritanie, des troupes françaises en Algérie et des troupes espagnoles qui arrivaient même des îles Canaries. Ils ont fait une opération conjointe pour disloquer l'armée de libération marocaine, composée essentiellement de Sahraouis, qui ont tous prêté allégeance au roi du Maroc, participé à la résistance pour l'indépendance du nouvel État. Et ces attaques ont détruit des cheptels, ont créé une immigration forcée. Ça a été une amputation par la force d'une partie du Maroc. L'armée de libération a libéré tout ce territoire, et avec la participation principale de toutes les tribus de ce territoire. Et cette opération est venue, et ça, l'histoire, il faudra y revenir, ça a été une amputation par la force. Et le Maroc, sortant à peine du protectorat, ne pouvait pas affronter aussi bien l'Espagne au nord que la France et l'Espagne au sud, et essayer la voie diplomatique pour récupérer son territoire. Donc, la résistance armée a été donc matée de cette façon. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans des écoles. D'ailleurs, j'ai toujours dit que si j'ai gagné l'école, c'est grâce au bombardement des forces coloniales. C'est elles qui ont obligé ma famille, mes oncles en particulier, pour que je me suis retrouvé dans une école. J'ai donc fait le collège, comme beaucoup d'autres Sahraouis, de Bouizakar, au sud du Maroc, ensuite le lycée à Agadir. Et là, on baignait dans une atmosphère de déception que nous ressentions parmi nos parents face à cet échec de récupérer cette partie du territoire marocain pour qu'elle soit indépendante comme le reste du territoire. C'est donc resté comme un contentieux, un problème latent. Et les familles étaient partagées. Les forces coloniales espagnoles ont fermé les frontières et ont séparé les mêmes familles, les unes ne pouvant pas visiter les autres. L'Algérie devenant indépendante, elle a fait la même chose avec ses frontières à Tindouf, et ce sont les mêmes tribus. La France en Mauritanie a fait la même chose. On s'est retrouvés, les mêmes tribus marocaines, déchiquetées entre plusieurs territoires et souffrant dans leur peau cette dislocation et se sentant mal à l'aise. Avec la formation en plus, l'éveil, et particulièrement à la suite de la guerre de 1967 contre l'Égypte. Comme tout jeune Marocain, maghrébin et moyen-oriental, on a ressenti ça et on a versé plutôt dans le militantisme. Et en commençant par dire la colonisation espagnole doit quitter notre territoire. Parallèlement à ça, les forces politiques marocaines de l'époque n'ont jamais cessé de revendiquer ce territoire, d'en parler dans leur presse. Vous savez que le Maroc, dès le début, était un pays où il y a eu le multipartisme, des presses
les partis politiques ont des presses, des journaux, où il y avait donc une activité politique très vivante. Et au fur et à mesure, ça a pris même la dimension d'une opposition ouverte entre le pouvoir et certaines de ces forces politiques. Et l'université marocaine, qu'on a rejoint à partir des années 70, 69-70, était déjà en effervescence, encadrée et sous influence de ces partis politiques. Et qui nous demandait de libérer notre territoire au lieu de faire des discours dans les couloirs de l'université. Donc, c'était une partie du Maroc qui ressentait beaucoup plus que les restes des Marocains la souffrance de l'amputation d'une partie des territoires et qui voulait absolument faire quelque chose. En plus de ça, les conférences tripartites entre la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc, et parfois des négociations bilatérales avec l'Espagne, qui essayaient de diviser ces pays de la région sur l'affaire du Sahara, miroitant à l'un et à l'autre la possibilité de négocier le sort de ces territoires avec lui, a excité les convoitises, la surenchère et donc l'interventionnisme de ces États. En 1969, je me rappelais avoir vu Boumedienne passer dans le boulevard pour assister à la conférence d'Agadir, et on se posait la question, quel était l'objectif? Est-ce que c'était la décolonisation comme on prétendait? Mais l'idée qui était même distillée par les Espagnols à l'époque, c'était que ces États, ces chefs d'État, se réunissaient pour partager le territoire, partager sa population. Je me rappelais du terme, comme un troupeau. Et ça a fait une réaction. Alors, en même temps, au fur et à mesure, la radicalisation de l'opposition marocaine a fait qu'elle a poussé ces jeunes du sud du Maroc à se radicaliser davantage. Et c'est grâce à eux que nous avons pu contacter la Libye et l'Algérie. Alors, quand vous parlez de radicalisation de l'époque, il faut qu'on se soucie. Ça veut dire quoi exactement le terme radicalisation de l'opposition marocaine? C'était quoi l'objectif qu'il voulait atteindre? Ça veut dire quoi exactement? Parce que le contexte maintenant est différent. Et il n'y avait pas de consensus au Maroc. Et il y avait des époques où il n'y a pas eu de parlement. Et certains contestaient la Constitution. Et il y avait un bras de fer ouvert avec la monarchie. Et ils sont allés à l'étranger, et des pays étrangers dans le monde arabe était divisé en deux blocs. Les pays dits progressistes, panarabistes, et les autres. Et le Maroc fait partie des autres, c'est-à-dire ceux qui ont gardé de bonnes relations avec l'Occident, avec une société ouverte, et cela, avec les coups d'État qui ont eu lieu au Maroc, ça a davantage aggravé la situation, parce que la Libye a donné une radio qui diffusait de Tripoli pour appeler à la révolution au Maroc, et a commencé à parler du Sahara. Kadhafi est venu lui-même en Mauritanie, et il a demandé à ce qu'on libère le Sagar Hamra et Dior. Et en 1974, je me rappelle très bien, au sommet des non-alignés à Alger, il a fait de la surenchère à Boumedienne et aux Algériens, en prenant la parole. Il a dit devant tous les chefs d'État non alignés, alors que Boumedienne voulait faire une grande conférence mondiale, il montrait que l'Algérie était
un grand pays des non-alignés, des mouvements d'indépendance dans le monde, il leur a dit, ce pays dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a une frontière avec une occupation coloniale. Ça a été très mal ressenti par Mohammedienne, qui était obligé de réagir et de faire quelque chose. Alors que l'Algérie était en connivence avec des relations diplomatiques discrètes avec les Algériens, avec l'idée, et il y avait même des accords de pétrole et autres très importants avec l'Espagne, soi-disant que Franco était un ami des pays arabes et qui ne reconnaissait pas Israël. Et Kadhafi est venu chambouler cette tactique en démasquant la présence de cette colonisation à la frontière de l'Algérie. Ça a ajouté à la surenchère globale. Entre-temps, la population de le territoire n'est pas restée inerte. L'Espagne cherchait, parce que le Maroc exigeait la décolonisation aux Nations Unies. C'était le Maroc qui a toujours dit c'est mon territoire et qui a toujours parlé aux Nations Unies pour revendiquer ce territoire. L'Espagne a essayé d'obtenir des signatures des notabilités locales dans le territoire, comme quoi ils veulent garder l'Espagne encore, jusqu'au jour où ils pourront eux-mêmes prendre en charge leur sort. Il y a eu une grande manifestation d'opposition ouverte avec des troupes coloniales sur le système franco. Ils ont osé, ils ont eu l'audace de faire une manifestation le 17 juin 1970 à Laayoune. Il y a eu des morts, des blessés et des prisonniers, y compris parmi les soldats et sous-officiers de l'armée espagnole, qui étaient des Sahraouis, qui ont été jugés aux îles Canaries. Ce mouvement-là a été le déclencheur de notre mouvement. Ça a été un déclencheur de notre mouvement. Tous ces événements ont fait que nous étions comme tous les jeunes Marocains. Mais on avait un terrain, un point de fixation un peu différent parce qu'il y avait une colonisation. Et je me rappelle d'un des numéros du journal des marxistes-léninistes marocains, mouvement récente présence à l'université de l'époque, dont Sarfati et autres, Labi, etc. Et le titre était « Nouvelle Palestine au Sahara occidental ». Et donc, à l'époque, l'idéal était de porter les armes, de faire le maquis, de guerre d'indépendance. Et avec ça, Kadhafi est entré dans la scène avec son panarabisme. Et on avait un ami, le feu Wali, qui était un des secrétaires généraux de notre mouvement, qui était très panarabiste et très ami à Kadhafi. Et qui était introduit à Kadhafi par l'intermédiaire des amis de feu Frère Basri. Donc, l'opposition marocaine. Et ce panarabisme, on n'était pas tous du même avis. Il y avait une lutte interne entre nous. Certains considéraient, moi-même, qu'on a un problème colonial. Et c'est ça notre problème. Qu'on doit avoir tout le monde avec nous. Qu'on n'a pas intérêt à s'afficher avec un mouvement ou un autre dans le monde, parce que cela ne va pas aider notre lutte. Et Wali était fondamentalement panarabiste. Et dans chaque déclaration, il parle de nation arabe, de révolution arabe, et ça. Alors, donc, si je peux résumer, nous étions un mouvement de jeunes marocains, ayant été d'abord influencés par l'opposition marocaine, laquelle opposition marocaine nous a introduits auprès de pays étrangers. Lesquels pays étrangers ont fini par dévoyer complètement le sens de notre lutte.